Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Et le numéro de ce jour est consacré à la Libye. Nous avons vu dans les deux premières parties de notre émission les résolutions. Nous avons fait le décryptage de quelques mesures prises à la conférence de Berlin ce 19 janvier. Puis on a vu dans la deuxième partie qui sont les acteurs cachés derrière chacune des deux parties en conflit en Libye. Troisième partie, comment sortons de là? Si, Jean-Bernard Bikim, avant que je vienne à vous, s'il y a une leçon qu'on peut tirer du point de vue africain de la situation en Libye, c'est que malgré les insuffisances qu'a évoquées dans la deuxième partie, les insuffisances de l'Union africaine qu'a évoqué Sadio Morel Kanté, on peut constater que les puissants n'y arrivent pas non plus. Alors, Morel oublie une chose qui est importante. C'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs Afriques. Nous avons une caste dirigeante marionnettisée, et nous avons une jeunesse et des femmes qui veulent un autre continent. Absolument. Et en Occident, nous avons les travaux de Georges Ballandier qui rappelait en 1971 aux Africains, aux Occidentaux et aux Américains qu'il ne faudra pas oublier que la situation coloniale qu'ils ont eux-mêmes créée va se perpétuer. Or, il faudra bien introduire à l'intérieur de ce mouvement des nouvelles régulations qui prennent en compte la déconstruction des modèles qui ont été imposés. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'en reviens. Malheureusement. J'en reviens sur l'essentiel. S'il vous plaît. Depuis la mort de Kadhafi, il y a une partie dont on ne parle pas. C'est les fils Kadhafi. Or, les fils Kadhafi, c'est la matrice autour desquelles l'ensemble des alliances tribales se structurent. Notamment Salif Islam. Est-ce qu'on peut mettre de côté, ostraciser, mettre au banc de la nation ces acteurs-là? La réponse est non. La réponse est non. Et vous avez raison, Jean-Bernard Bikim. Vous avez d'autant plus raison qu'aujourd'hui, chez une bonne partie des Libyens, le fils de Saïf Islam est considéré par certains Libyens, en tout cas comme l'homme qui porte l'espoir de la Libye de demain. Mais ça, c'est un autre débat. Sadio Morel, très rapidement, nous l'avons évoqué dans cette émission, le président congolais Denis Sassou Nguesso a été invité à cette conférence de Berlin, à double titre en tant que représentant de l'Union africaine, mais en tant que président du comité de haut niveau sur la crise. J'ai rappelé, effectivement, même s'il n'a pas réussi à faire rencontrer le maréchal Khalifa Haftar et Al-Sarraj à Brazzaville ou ailleurs, il a quand même réussi à faire rassembler, les représentants des chefs tribaux libyens à Brazzaville. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Est-ce qu'une solution africaine est possible encore aujourd'hui? La solution de la fédéralisation de la Libye serait la meilleure. Mais qui pourrait y arriver? Moi, je sais que ce que je sais, c'est que Sassou, qui est en même temps le président du comité du haut niveau de la gestion de la crise libyenne, a en même temps un parti pris pour Béchir, qui est un kadhafiste, donc pour le fils al-Islam, Kadhafi. Tout ça, je crois que complique la donne. Quand on est médiateur, on doit être des partis. Sadio Morel Kanté. En tout cas, c'est ma vision. Vous n'allez pas m'enlever mon point de vue. Vous pouvez me contredire, mais vous ne pouvez pas me l'enlever. On peut partir de l'hypothèse dans cette émission de l'hypothèse que le président Denis Sassou Nguesso peut jouer son rôle en toute objectivité en laissant de côté ses affinités personnelles. Bon, voilà. Donc il a des affinités dans cette crise-là, tout comme la Turquie, Erdogan, qui veut... N'oubliez pas que Erdogan est un néo-ottoman et qui a des... On est d'accord.
et qui a des partisans dans toute cette zone-là de la Libye à je ne sais où, qui se reconnaissent ottomans jusqu'à présent. Oui. Malgré l'inexistence de cet empire, les frontières n'ont pas été abolies dans certaines têtes. Ça vous amène où? Non. Oui, allez-y. Ça m'emmène au fait que non seulement il y a l'aspect tribal qu'il faut tenir en compte, il y a cet aspect aussi religieux qu'on a évoqué tout d'un coup. Dans tout ça, il y a la grosse pagaille des velléités économiques qui sont dedans. Donc, qui pourra mettre d'accord les uns et les autres? Je n'en vois pas, mais responsabiliser chaque tribu, comme si, par exemple, Sassou avait pu mener à bien sa réunion avec les tribus, on aurait pu arriver à la responsabilisation des tribus. Mais ça, c'est sans tenir compte des milices immenses et qui prolifèrent dans ce pays et qui sont tout à fait incontrôlables. La question aujourd'hui, Maître Issaka Zampaligré, elle est double. C'est comment régler la question des milices, puisque l'un des points évoqués à la conférence de Berlin, c'est le désarmement des milices. Qui va désarmer les milices? Première question. Deuxième question, c'est combattants syriens, que certains appellent des mercenaires, que la Turquie est en train de déverser dans ce pays, qu'adviendra-t-il d'eux quand la guerre prendra fin en Libye? Alors, je rappelle un fait qui est quand même de taille. La Turquie a modéré son soutien depuis octobre parce que les drones égyptiens et des Émiratis était supérieur en précision. On est d'accord. Et en modernité que ses propres drones. Oui. La Turquie, je ne crois pas avoir lu que la Turquie a envoyé plus de 200 soldats. Ah si. Certainement. Non. Ils sont aujourd'hui... Oui, mais des vrais Turcs qui sont là-bas sont un nombre très très réduit et apportent de la formation. De la formation, je dis bien. La Turquie a 35 000 ressortissants. Non, on ne parle pas de ressortissants. On parle de combattants. Pour l'instant, des combattants, s'il vous plaît. Allez-y. Mais le déversoir, le déversoir syrien qui vient de se perpétrer est une source d'inquiétude grande. Mais je pense que le ton est donné avec cette conférence de Berlin, où les Européens ne voudront pas laisser les Russes et les Turcs jouer seuls sur le bourbier libyen. Mais la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan est complètement insensible à ça. Il n'en a que faire. Je pense que Erdogan sera rattrapé par le droit parce qu'il a un contrat illégal avec Sarraj qui lui donne accès au produit de la mer. Outre ce fait-là, tout le monde est dans l'illégalité là-bas. Le fer est forgé par le fer. Oui. Les affrontements prévisibles entre ces deux camps, pas par personnes interposées comme des combattants islamistes venus de Syrie, mais entre leurs vraies armées, mettra rapidement un terme à tout ceci à cause du fait démocratique dans ces pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre, effectivement, contrairement au schéma que vous esquissez là, que par une espèce de jeu politique, ils maintiennent un équilibre, durablement une forme d'équilibre au détriment du peuple libyen, en continuant chacun de son côté à siphonner tout simplement le pétrole libyen? Comme ils le font depuis 2011, ça fait 8 ans. De toute façon, ils finiront par aboutir à un accord. Mais la situation de conflit persistant et ouvert tel qu'il se présente aujourd'hui est intenable et qu'ils sont obligés. C'est pour cette raison que Angela Merkel a soutenu le représentant de l'ONU, M. Salamé, pour qu'on puisse arriver à une consolidation de la trêve. Consolidation de la trêve, dites-vous, Maître Issaka Zampaligré, c'est ce que nous disions il y a quelques mois, et quand le maréchal Khalifa Haftar a fini par conquérir Seattle, la grande ville. Misrata. Et qui aujourd'hui, il est pratiquement aux portes de Tripoli, s'il n'est pas déjà dans Tripoli. Quelle peut être la fin prévisible de cette situation explosive? Jean Benabiki, très rapidement. La situation n'est pas explosive. Vous trouvez? Pour les Libyens, je veux dire, du point de vue... Elle n'est pas explosive pour 3 raisons. Les Libyens, aujourd'hui, ont 3 lectures. La première, ils ont vu ce qui s'est passé en Syrie. Et ils ont les nerfs à vif avec ce qui vient de se passer en Irak.
Oui. Ce qui veut dire ce qui les oblige à se dire, il est hors de question que nous subissions la même chose. Donc, de facto, aujourd'hui, si Haftar n'a pas signé en Russie, c'est parce que concrètement, l'ensemble des alliances tribales lui demandent d'éradiquer toutes les milices présentes en Libye, y compris les Turcs. On va assister... Les Syriens, enfin les Turcs syriens. Enfin, on va assister dans les mois qui viennent, dans les 6 mois qui viennent, à un affrontement, à une confrontation frontale entre les Libyens pro-Haftar et les Syriens pro-Turcs. Cet affrontement va régler de façon radicale la question. Donc aujourd'hui, pour ceux qui pensent que le chaos libyen va se perpétuer, ils se trompent pour 2 raisons. Les Libyens ont pris conscience d'un fait majeur. Oui. Entre les pays et les hommes, il y a des intérêts. Jean-Bernard Bekim, est-ce que les faits... Et les hommes, j'en termine, et les hommes sont liés de façon perpétuelle et continuelle avec leur histoire, leur société, leur civilisation et leur culture. Ce qui se passe aujourd'hui, oui. Les Libyens ont conscience que le modèle singulier qui était le leur les avait mis à l'abri de tout ce qu'ils vivent depuis la mort de Kadhafi. Mais les faits d'il y a quelques jours contredisent. S'il vous plaît. Oui, les Libyens ne sont pas acteurs et membres du jeu. Je crois qu'il y a 2 acteurs principaux qui se déguisent, mais qui ne forment qu'une seule personne. C'est la Turquie et la Russie. Ces 2 acteurs ont signé des gros contrats gaziers récemment. Ils vont poursuivre... Oui, mais avant eux, il y avait d'autres acteurs qui vont poursuivre leur exploration en Libye. Et quand on voit la société militaire privée Wagner soutenir le maréchal Haftar, et que l'on sait que la Turquie, Ankara, est du côté de ceux qui sont cantonnés ou assiégés à Tripoli, en dehors du nombre des Libyens qui sont là et qui subissent la guerre, je ne les vois pas jouer un grand rôle. En revanche, ce qui est certain, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ne laisseront jamais en fait les ambitions turques passer. C'est ce qui va amener... Mais ça suppose quoi? Qu'on va arriver, parce que, attention, le 18 janvier, c'est-à-dire la veille de la conférence de Berlin, la Turquie a prépositionné des armes dans sa zone d'influence en Libye. Et d'ailleurs, si aujourd'hui le maréchal Khalifa Haftar peine à faire tomber Tripoli, c'est parce qu'on fournit encore des armes au chef du gouvernement d'Union nationale. Pour l'instant, on a une forme d'équilibre. Et la question, et on la posait dans la première partie de l'émission, est-ce que l'entrée en jeu de la Turquie, avec les combattants qui viennent déjà pas milliers, avec des armes, de toute façon, personne ne respecte l'embargo, est-ce que l'entrée en jeu, justement, de la Turquie, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'avenir, enfin, dans les mois qui viennent? C'est ça la question centrale aujourd'hui. Ça va être la réaction des Européens. Ils vont guerroyer contre la Turquie? Oui, je pense que les Européens sont, comme je vous l'ai rappelé au début, l'OTAN avait un ennemi, c'était l'URSS. Et même si aujourd'hui, avec la dislocation de l'URSS, la Russie demeure, à qui l'OTAN a aussi un nouveau rôle de combattre en fait le djihadisme, le terrorisme. Mais c'est là où ça se complexifie votre question, le point que vous évoquez. Mais oui, maintenant l'OTAN en plus. Mais l'OTAN, c'est la Turquie aussi. La Turquie est aussi membre de l'OTAN. La Turquie est un membre périphérique de l'OTAN. Ah, elle est très périphérique de l'OTAN parce que je ne vois pas en fait dans cette guerre que nous avons connue ouverte entre M. Macron, président de la République française, et l'actuel patron de Ankara, on ne voit pas comment on pourrait en fait... Maître Zamba Paligré est illustratif de ce qu'a dit le président Macron il y a quelques mois, à savoir l'OTAN est dans un état de mort cérébrale. Non, l'OTAN, du moment que le mur de Berlin est tombé, l'OTAN, je suis d'accord avec Macron, l'OTAN n'a plus grand-chose à avoir. D'où l'adjonction de la mission de lutte contre le terrorisme, c'est ça. Je continue. Ça veut dire qu'on a d'une part, dans ce conflit-là, les Occidentaux qui se voient voler quelque chose de la part de la Russie et de la Turquie, qui voudraient contrôler, tout en sachant que leur parti est
a baissé dans l'estime des Libyens par excellence. Et d'autre part, il y a quelque chose d'idéologique qu'attendent les pays des Émirats unis. C'est-à-dire, ce n'est pas le conflit, mais à l'issue du conflit, quelle idéologie se mettra en place? Quel courant religieux sera prédominant ou politique sera prédominant et qui sera déterminant de la vie de cette région-là. À partir du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient, ça pourra déterminer l'idéologie comme cela a été longtemps. Les mois. Sur leur zone. Et donc, c'est ce qui intéresse aujourd'hui quelques pays qui sont les là. mois qui viennent, nous édifierons, Sadio Morel Kanté. Mais voilà, je pense que c'est ça, cette idéologie qui sera mise en place. Après, comment ils vont régler, on ne sait pas encore. Mais je pense qu'il faudra aller vers une fédéralité de ce pays-là pour tenir en compte toutes les tribus qui composent aujourd'hui la Libye, le socle même de la Libye. De la Libye. Merci. Il faut remettre ça en place. Kanté, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci à vous. Jean-Benna Bekim, analyste politique et géostratégiste. Merci à vous. Issa Kazam Paligré, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris. On l'a vu, vous avez évoqué dans cette émission. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour revenir sur les répercussions de ce bourbier, de ce chaos libyen sur l'ensemble de la région du Sahel. Certains craignent déjà effectivement que ces mercenaires turcs et syriens qui aujourd'hui combattent en Libye, une fois que la guerre sera terminée, personne ne voudra dire, pas même la Turquie qui les a envoyés là, et qui seront ensuite, ils se dirigeront vers le Sahel, causant un problème de sécurité majeur au reste du continent. En tout cas, encore une fois, les mois qui vont venir, qui vont suivre, nous édifierons. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie comme toujours d'avoir été nombreux à suivre et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia.